Maintenant, on va passer à notre deuxième conférence de l'après-midi et la dernière de la journée également, par la professeure Vanessa Tanguay. Donc, Vanessa Tanguay est professeure adjointe à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Elle est détentrice d'un doctorat en droit de l'Université McGill, d'une maîtrise en droit de l'Université de Sherbrooke et de 2 baccalauréats, un en relations industrielles et l'autre en droit international de l'UQAM. Elle est membre du barreau du Québec depuis 2015 et ses travaux de recherche portent sur l'exercice des droits et libertés aux intersections des marqueurs sociaux d'inégalité et de vulnérabilité dans divers contextes sociaux. Aujourd'hui, sa présentation s'intitule « Les discriminations intersectionnelles au prisme de la Charte québécoise entre reconnaissance et effacement ». J'avais un petit pointeur, mais là, il n'est plus là. Ah, voilà! Bon, est-ce qu'on aurait une autre batterie pour le pointeur? Parce qu'elle semble être disparue. Alors, je rentre temps, je vais commencer pour ne pas vous retenir trop longtemps. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous et toutes pour les présentations et les discussions de ce matin. Je précise, je n'ai pas fait un baccalauréat en relations industrielles. Là, je vois des gens de l'UQAM. J'ai fait mon bac en relations internationales, droit international, et j'en suis très fière. Donc, oui, donc en droit international, ce qui m'a amené vers les droits humains et parler et travailler en fait sur les enjeux d'intersectionnalité aussi. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé en fait d'aborder, merci, les enjeux relatifs à l'intersectionnalité de la discrimination au regard de la Charte québécoise. C'est des réflexions qui animent, je le sais, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Tribunal des droits de la personne depuis longtemps, qui ont fait un peu leur chemin dans les décisions des tribunaux, des décisions plus récentes aussi à la Cour suprême, mais qui, on le voit depuis ce matin, ont été façonnés et restreints par certaines lois adoptées récemment, par certaines décisions judiciaires aussi. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, pour les fins de la présentation, je me propose de discuter d'abord de comment la Charte, lorsqu'on la saisit pour éclairer des situations intersectionnelles, peut parvenir à les appréhender, mais aussi quel est l'effacement et la certaine reconnaissance. Donc, on va toujours se promener un peu entre les deux, là, surtout par le législatif, par les institutions et par les tribunaux. Et ensuite, de voir est-ce qu'il y a des pistes de résistance possibles pour une plus grande reconnaissance là, des situations intersectionnelles au regard de l'article 10 de la Charte, donc, qui prévoit le droit à l'égalité. Donc, je vais me permettre de faire, et je pense que la plupart des gens sont déjà au fait de ce qu'est l'intersectionnalité, mais je vais prendre le temps quand même de revenir sur ce qu'est l'intersectionnalité parce qu'il y a des éléments auxquels on va avoir tendance à passer par-dessus. Donc, on va souvent référer à l'intersectionnalité comme étant le croisement de motifs de discrimination, comme étant une discrimination multiple. Et pour moi, ça va au-delà de ça. Donc, je vais prendre le temps de revenir sur les origines de l'intersectionnalité parce que pour moi, c'est important. Et parfois, on l'utilise là, un peu comme un mot-clé, un mot à la mode là, qui revient facilement, mais dont on ne sait pas vraiment quelle est l'application, qu'est-ce que ça veut vraiment dire sur le fond. Donc, l'intersectionnalité, ça prend ses origines dans les approches critiques du droit, mais aussi dans les mouvements militants, là, surtout au départ provenant des États-Unis, nourris par les féministes, mais aussi par les mouvements antiracistes. Donc, un mouvement de droit civique et tout ça. Donc, dans les mouvements féministes, on avait de plus en plus, là, je viens de voir qu'on a une télévision, donc je peux regarder là. Donc, on avait de plus en plus de femmes noires au sein des mouvements féministes qui dénonçaient le féminisme majoritairement blanc, qui faisaient des gains sur des enjeux qui ne touchaient pas l'ensemble des femmes, donc qui ne touchaient que les femmes les plus privilégiées, les femmes blanches, par rapport aux enjeux aux gains qui étaient faits dans ces mouvements-là. Et de l'autre côté, lorsqu'elles se retrouvaient au sein des mouvements antiracistes, les revendications touchaient plutôt les enjeux importants pour les hommes et ne permettait pas d'avoir certains gains là, sur des enjeux par rapport au patriarcat, à la division sexuelle du travail ou aux violences qui étaient subies par les femmes au sein des rapports sociaux.
En parallèle, on avait le développement d'une recherche en droit qui était critique, et là je vous ai mis les éléments là, les plus centraux au fondement là, de ces approches critiques-là. Donc, on avait un rejet de la prétention selon laquelle le droit est objectif, le droit est neutre. On dénonçait les structures de hiérarchisation et de domination et d'oppression. On reconnaissait que les catégories, donc notamment les motifs de discrimination là, auxquels on est habitué, sont des constructions sociales. Donc, par exemple, la race ou le genre sont des constructions sociales. Et on donnait une importance réelle à la contextualisation et à la recherche interdisciplinaire ou à la conception interdisciplinaire qui faisait appel à d'autres disciplines que le droit. Donc, des disciplines comme la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, la philosophie, donc qui devaient être mobilisées aussi là, dans la compréhension et dans la contextualisation du droit. Et on donnait une place très importante au savoir expérientiel, donc le vécu à partir des positions des personnes que l'on vise à protéger, en fait, avec ces protections relatives à l'égalité. Et dans ce contexte-là, là, qui se nourrit des approches critiques du droit et des mouvements sociaux, on a eu le développement de cette pensée intersectionnelle-là, qui est généralement associée à Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw, ce n'est pas la première à parler de ces croisements de motifs. C'est des discussions, des réflexions qui prenaient assise dans des mouvements déjà existants depuis longtemps. Mais elle est la première à nommer ce terme-là d'intersectionnalité. Et ça provient d'où cette métaphore de l'intersectionnalité? C'est en fait, ça provient des intersections, donc des routes qui se croisent. Et elle va développer cette idée de la personne, par exemple la femme noire, qui va se retrouver au centre de l'intersection, les routes étant les axes de division sociale qui sont basés dans ces rapports de hiérarchisation. Donc, on a une route qui est celle du genre, qui est celle du patriarcat et du sexisme, et la route du racisme qui se croise là, ici, et la personne, donc la femme noire, se retrouve au milieu de la route. Et elle dit, bien, si jamais il y a du trafic sur les deux routes, une voiture qui passe sur chacune de ces routes-là et blesse la personne qui se trouve au milieu. Si l'ambulance, avant de soigner cette femme-là, lui demande « Bon, mais dis-moi, quelle blessure provient de la route de l'automobile qui vient de la race et quelle blessure provient de l'automobile qui vient du genre? Il faut vraiment que tu me détermines dans quelle proportion chacune des blessures est avant que je puisse te soigner. » Ça ne fonctionnerait pas. Le droit fait un peu ça quand il compartimente, quand il cherche à déterminer qu'est-ce qui provient de chaque axe de discrimination avant de pouvoir offrir une réparation et de reconnaître la discrimination. Donc, avec une étude de la jurisprudence là, américaine pour les femmes de couleur, elle se rend compte que ces femmes-là tombent dans les failles, qu'elles ne peuvent pas, dans certains cas, invoquer l'axe du genre ni l'axe de la race et ne pouvaient donc pas en fait, rendre leur expérience subjective vécue de discrimination correspondante aux catégories objectives là, de l'une ou l'autre des routes qui se croisaient. Donc, parce que son expérience de discrimination est exclue de la protection du droit et donc de la protection à l'égard du droit à l'égalité, le droit ne permettait pas de réparer l'injustice vécue. Et si le droit, dans son interprétation, dans son application, ne permet pas de réparer la discrimination, bien, est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle discrimination, en fait, en reproduisant et en ignorant ces expériences de discrimination qui sont vécues par les personnes qui se trouvent au croisement de ces identités-là? Et donc, Kimberlé Crenshaw va développer sa théorie à partir de ces motifs-là, mais on a vu dans la littérature là, apparaître un ensemble d'utilisation et de mobilisation, bon, ça bouge tout seul, de mobilisation de ces concepts-là, de ces approches-là qui dépassent les intersections là, de race et de genre, et on y inclut d'autres facteurs, là, j'en ai présenté ici quelques-uns. Donc, vous allez voir dans la littérature toutes sortes de croisements de motifs qui sont possibles et qui vont être ensuite utilisés, là, soit dans le discours ou des institutions ou, par exemple, dans la jurisprudence. Je veux porter votre attention sur certains éléments qui sont importants là, en matière d'intersectionnalité, selon moi, justement pour bien comprendre comment ça se réalise au-delà du croisement des motifs.
Un des éléments qu'on oublie souvent, en fait, c'est qu'au-delà des croisements des axes, il y a toute cette idée desquels ces axes-là, en fait, sont des systèmes d'oppression, donc représentent des dynamiques sociales de hiérarchisation qui se constituent mutuellement et donc qui produisent un effet particulier lorsqu'ils sont combinés. Ce n'est pas simplement que, si on est une femme et qu'on subit une discrimination fondée sur la race, c'est juste pire. C'est pas ça. C'est que, dans le fond, elles se croisent pour avoir un effet qui leur est particulier. D'où cette idée là, du croisement là, et de la blessure qui serait particulière due au fait du croisement de ces voitures et non pas juste un ajout de blessure qui mène finalement à un petit peu plus de dommages-intérêts à la fin là, de la demande. Donc, il faut vraiment voir ces croisements dans une logique qui n'est pas additive ou cumulative, mais qui est vraiment une logique d'effets combinés qui sont spécifiques à l'intersectionnalité, parce que sinon, on cherche toujours à se ramener à l'un ou l'autre des motifs seulement et aller dans la catégorie de ce motif-là directement, ce qu'on va appeler plutôt une approche intra-catégorie. Donc, on va sélectionner une catégorie qui, stratégiquement, a plus de chances de gain. Puis, après ça, au sein de cette catégorie-là, on va identifier un sous-groupe et déterminer qu'il y a donc discrimination. Mais ce n'est pas nécessairement l'effet particulier du croisement des deux catégories qui va nous permettre de le considérer et de le reconnaître. Et donc, parfois, ça peut permettre à certaines discriminations un peu de tomber dans les failles. Puis, je vais voir aussi avec vous là, d'autres éléments qui font que ce n'est peut-être pas suffisant pour les personnes qui vivent de la discrimination. Donc, c'est selon moi, un des apports les plus importants de l'intersectionnalité, là, ou de cette métaphore de l'intersectionnalité, c'est pas simplement cette logique d'addition des axes, mais bien cette logique de croisement des axes et qui va au-delà de la logique additive. En droit, et aussi, je dirais qu'il y a cette idée dans l'intersectionnalité, de voir à la fois sur le plan plus macro-social, donc ces dynamiques-là, de ces systèmes d'oppression. Donc, on se situe, par exemple, dans des axes d'oppression qui sont, par exemple, celles du sexisme, du colonialisme, du racisme, du capacitisme, qui sont des systèmes d'oppression qui agissent selon leur propre fondement et ensuite qui se croisent, mais qui ont ensuite un effet sur la position individuelle de la personne. Donc, il y a ce niveau-là un petit peu plus micro-individuel aussi pour la personne qui produisent un effet, une expérience subjective vécue particulière pour cette personne-là et qui donc, par exemple, verra sa possibilité de poser une demande, par exemple, à la Commission des droits de la personne, au Tribunal des droits de la personne, pour obtenir réparation pour ça. Mais cette personne-là se situe à la fois dans son expérience subjective vécue, mais aussi avec l'influence là, de ces systèmes d'oppression qui agissent dans le contexte social. Et on le sait dans l'interprétation de la charte, là, cette notion de contexte social, elle est importante pour situer la discrimination. Donc, voilà, en gros, là, les grandes lignes du fondement de l'intersectionnalité, les éléments que je trouve importants de retenir pour bien comprendre cette intersectionnalité-là. Je disais, on se situe souvent entre effacement et reconnaissance. Donc, il y a une certaine ouverture de l'intersectionnalité qu'on voit à l'égard notamment de l'article 10 de la Charte québécoise, parfois aussi lorsqu'on étudie la Charte canadienne en vertu de l'article 15. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on ne procédera pas nécessairement à une analyse très détaillée sous l'angle de l'intersectionnalité, on va plutôt y aller sous l'angle du recoupement ou du croisement de motifs, et on n'aura pas nécessairement mobiliser ces effets combinés et simultanés, surtout dans le raisonnement judiciaire, mais aussi dans la réparation là, qui sera octroyée. Donc, ce que je veux voir avec vous, c'est certains éléments d'effacement. Les diapos, c'est vraiment juste au soutien parce que j'ai des citations et que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, je ne pourrais pas vous les citer de mémoire. Donc, première piste d'effacement ou de reconnaissance, c'est d'abord, et je suis allée voir dans le système, notre système des droits et libertés au Québec, donc avec la Commission des droits de la personne, Tribunal des droits de la personne,
un peu le législateur, mais on en a déjà beaucoup parlé ce matin et ça donne peu d'espoir sur une meilleure reconnaissance de l'intersectionnalité sans vous vendre de punch, donc on y reviendra aussi. Donc, la Commission des droits de la personne, d'abord, droits de la jeunesse, droits de la personne, droits de la jeunesse, une certaine sensibilité à l'intersectionnalité, on le voit beaucoup dans les recherches, dans les publications, les mémoires à l'Assemblée nationale, c'est généralement mentionné cet élément d'intersectionnalité. On le voit surtout quand on parle de racisme systémique, par exemple, ça va revenir beaucoup. Et cette utilisation, cette mobilisation de l'intersectionnalité plus loin là, dans le système des droits et libertés, bien, ça repose beaucoup sur le rôle de la Commission en tant que partie demanderesse dans la plupart des demandes qui sont présentées finalement au tribunal. Donc, il faut à la fois que la Commission l'invoque lorsqu'elle fait une plainte et que ça se poserait pour ouvrir la possibilité au tribunal d'en discuter, soit qu'elle l'applique même avant, dès le traitement des plaintes. Donc, on a vu à certaines reprises le tribunal indiquer à la Commission que, bien oui, il y aurait peut-être un élément d'intersectionnalité, mais il n'a pas été invoqué ou la preuve présentée ne permettait pas vraiment au tribunal d'en discuter. Là, je pense notamment, il me semble, l'affaire Sam en 2022, où on disait, bien, oui, la Cour suprême a déjà dit qu'on pouvait adopter une solide analyse intersectionnelle des motifs de discrimination, mais puisque la compétence du tribunal est tributaire de l'enquête préalable menée par la Commission, il ne peut statuer sur des motifs qui n'ont pas retenu l'attention de la Commission au terme de la résolution, et donc il limite là, son analyse aux motifs qui avaient été nommés et donc ne pouvait pas présenter une analyse plus loin, donc intersectionnelle, là, à cette époque-là, c'était la condition sociale et le motif de sexe. Donc, on voit quand même le rôle de la Commission dans apporter là, ces éléments-là lorsque possible et avec tous les restrictions qu'on connaît en termes de ressources, de temps et tout ça. Donc, je comprends bien, mais en fait, c'est un des premiers éléments qui va permettre, en fait, au tribunal de pouvoir un peu plus invoquer ces éléments-là. Je prends l'exemple, en fait, de l'Ontario, où on a eu, dès 2001, là, la Commission qui avait présenté un document qui est un document guide, en fait, pour qu'on adopte une approche intersectionnelle de la discrimination, avec tout le détail de comment on pouvait adopter une approche intersectionnelle de la discrimination. Et ça a eu un effet réel là, sur les décisions ensuite du tribunal ontarien des droits de la personne, où on a vu apparaître de façon assez récurrente cette notion d'intersectionnalité-là, jusqu'à pouvoir même la voir apparaître dans l'établissement de la réparation. Donc, on peut voir quand même une corrélation entre les plaintes qui mentionnent l'intersectionnalité qui apparaît ensuite là, dans les décisions du tribunal des droits de la personne dans l'Ontario, avec les différences là, des systèmes, évidemment, qu'on leur connaît. C'était prévu dans aussi la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes de 2022-2027, qui avait cette idée-là d'un attendu où on voulait que la Commission soit chargée de produire un tel document de référence par rapport à la question des femmes. Donc, c'est quand même ce genre de document-là ou ce genre d'éléments-là qui pourrait permettre d'assurer qu'on ait un petit peu plus une impulsion, en fait, vers l'adoption d'une approche intersectionnelle qui pourrait se rendre jusqu'au tribunal. Mais le tribunal aussi doit adopter une approche intersectionnelle et a une certaine sensibilité et un intérêt à adopter une telle approche. Il y a quand même peu de mobilisation dans la jurisprudence de l'intersectionnalité au tribunal. Quand on fait une recherche, le terme intersectionnalité n'apparaît pas souvent. Là, il apparaît notamment dans la décision SAM de 2022 dont je vous parlais. Parfois, on va utiliser des éléments qui se rapprochent du croisement de motifs ou des éléments qui vont ajouter certains motifs ou considérer plusieurs motifs à la fois. Mais c'est quand même, je pense, une certaine sensibilité. Là. Les membres du tribunal qui se trouvent ici parmi nous pourront peut-être nous en dire plus. Mais je vais quand même l'illustrer par un exemple assez récent de l'affaire Toussaint en 2023.
qui démontre comment on peut avoir un intérêt ou une certaine sensibilité à l'intersectionnalité, mais dans le fond, pas faire le pas qui permet nécessairement d'adopter une véritable approche intersectionnelle qui rapprocherait un petit peu plus ce que la charte prévoit avec la réalité de la discrimination dans certains cas. L'affaire Toussaint, en fait, c'est un homme noir âgé de 21 ans qui avait une peine de prison discontinue pour voie de fait. Donc, il se présentait là pendant les fins de semaine dans l'établissement de détention. Et il y a différentes interventions et interactions dans l'établissement où M. Toussaint va démontrer, selon la preuve, et là, je cite ce qui est invoqué, c'était un état mental perturbé, qui était considéré comme étant probablement lié à la consommation de drogue. Et donc, le tribunal va devoir se pencher sur ce qui est invoqué par la commission, soit les éléments de race, de couleur et de handicap. Et le tribunal va indiquer ici, là, au paragraphe 165, donc reconnaît ces trois motifs-là qui ont été invoqués comme ayant joué un effet dans le traitement subi par M. Toussaint. Et on dit, bien qu'il demeure possible, bon, la race et la couleur, ça c'est un élément, le tribunal entend analyser dans des sections distinctes la question du traitement discriminatoire fondé sur le handicap d'une part, sur la race-couleur d'autre part. Donc, ces trois motifs-là ont été évoqués comme jouant un rôle dans la situation, mais on va quand même les mobiliser de façon distincte, en vase clos. C'est pourtant possible de croire que dans un contexte de sécurité, on voit souvent des enjeux apparaître en matière de profilage racial et de profilage pour les personnes avec des enjeux de santé mentale ou des enjeux de consommation. Donc, c'est des éléments qui font appel au profilage qui sont généralement liés à la sécurité, qui peuvent s'entremêler et mutuellement se constituer. Donc, c'est un peu difficile, on peut distinguer comment on pourrait considérer ces éléments de façon séparée. Donc, le tribunal sur le handicap va considérer qu'en n'adaptant pas les interventions en conséquence, en réalisant que l'état de M. Toussaint était un état qui n'était pas normal, qu'il était déconnecté de la réalité et même qu'il était insensible à la douleur là, dans les interventions par les gardiens, le tribunal va déterminer qu'en fait, on a fait défaut d'assurer l'obligation d'accommodement raisonnable pour assurer son égalité réelle. Donc, première contestation. Et de l'autre côté, on va se pencher sur la question de la race et de la couleur. Ceux-là, on va les faire ensemble parce que généralement, la race et la couleur, on va les traiter de façon interchangeable ou indissociable. Donc, on va les mettre ensemble. Et le tribunal va dire que la preuve n'est peut-être pas suffisante pour indiquer que c'était les gardiens de prison qui avaient effectué certaines insultes racistes. Donc là, au paragraphe 242, on n'était pas capable de conclure que les propos racistes rapportés l'étaient par un ou l'autre des AST, mais qu'il y avait un déploiement d'un nombre élevé de gardiens, qu'il y avait une force disproportionnée qui avait été déployée pour contraindre M. Toussaint. Et qu'on considérait que c'était pleinement en phase avec les stéréotypes qui alimentent en milieu carcéral la discrimination raciale. Donc là, on est vraiment dans le profilage racial, dans la discrimination systémique raciale qu'on reconnaît sur le motif de race et de couleur. Donc, on a considéré quand même qu'il y avait ces éléments-là. D'une part, le racisme systémique, d'autre part, la faille d'assurer l'égalité réelle grâce à l'obligation d'accommodement raisonnable, mais vraiment dans une analyse qui était faite de façon distincte. On peut se demander, est-ce que la force employée envers M. Toussaint n'était pas justement aussi forte parce qu'elle était croisée au niveau des stéréotypes liés à la couleur de M. Toussaint et aux stéréotypes liés à son état mental. On le sait, il y a certains stéréotypes par rapport où on dépeint les hommes noirs de façon comme étant plus violents, plus menaçants, qui mènent à du profilage racial et qui seraient décuplés ou qui seraient façonnés par l'idée d'une personne avec un état mental perturbé. Et donc, est-ce que ce n'est pas justement l'effet de ces deux motifs-là qui, ensemble, ont joué sur le traitement particulier qu'a reçu M. Toussaint? Puis on le voit, il aurait été possible que la preuve ne soit pas suffisante pour
considéré qu'il y avait une discrimination raciale dans ce cas-là. Donc, si on avait eu de la difficulté à établir la discrimination raciale en la traitant individuellement, est-ce que ce n'était pas un élément qui aurait pu s'ajouter à la considération là, sous l'angle de l'handicap? Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser, mais qu'on n'a pas nécessairement élaborées dans la décision. On n'est pas allé vérifier comment les deux axes d'oppression se constituaient mutuellement. Et on ne nomme d'ailleurs pas l'intersectionnalité dans le jugement. Donc, le terme n'apparaît pas, ni le terme intersecté ou intersection. Il me semble que j'ai vérifié croisement non plus de motif ou chevauchement, ça n'apparaît pas. Et pourtant, quand on a rendu la décision, bien, la Commission des droits de la personne, dans un communiqué de presse, a dit qu'on avait reconnu l'intersectionnalité. Parce que c'est un peu ça, au fin fond de l'affaire, c'est quand même, on a reconnu le croisement des motifs, on a reconnu du moins la situation fondée sur les deux motifs. Dans un communiqué de presse, on a dit notamment, là je le cite, je ne pense pas que je l'ai mis, non. Ce jugement renforce également l'importance de la connaissance des droits garantis, de la nécessité de dispenser des formations sur le profilage. Il montre de plus que la race et le handicap, lorsque combinés, peuvent produire des situations d'inégalité intersectionnelle particulièrement inquiétantes. Donc, c'était vu comme un gain sur la question de l'intersectionnalité. Et dans le rapport d'activité du tribunal, on avait aussi mentionné qu'on réitérait la protection des droits et libertés en prenant en considération l'intersectionnalité. Donc, dans le rapport, c'est nommé lors d'une situation qui met en jeu les différents motifs de discrimination. Donc, l'intersectionnalité a été, avec le regard post-décision, considérée comme une décision qui parlait d'intersectionnalité, mais au final, dans le raisonnement, on voit vraiment un raisonnement, en fait, qui est compartimenté. Je passe à la Cour suprême. On peut aussi voir des mentions de l'intersectionnalité. À l'époque, on appelait ça surtout des chevauchements de motifs, là, surtout avec la juge Leroux-Dubé qui a souvent reconnu les chevauchements de motifs, croisements de motifs, tout ça. Il y a certaines décisions où on a vraiment parlé de la notion d'intersectionnalité en lien avec l'article 15 de la Charte canadienne. Dans Fraser, en 2020, on a la juge Abella qui a dit qu'on avait matière à faire une solide analyse intersectionnelle, donc termes qui ont été réitérés là, par le juge Brunel dans la décision SAM. Je n'arrête pas de dire arrêt. Je veux que le tribunal soit l'équivalent de la Cour. Donc, souvent, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait dans l'arrêt Fraser, c'était vraiment ce que j'appelle une approche intra-catégorie. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir le plus souvent. On va regarder l'expérience particulière d'un groupe qui se trouve au sein d'une catégorie plus large qui, elle, et s'associer à un motif de discrimination. Donc, par exemple, on va aller voir les femmes qui, on va considérer le premier motif, donc le motif de sexe, puis on va ajouter un second motif à l'intérieur de cette catégorie-là pour identifier un sous-groupe et constater en fait l'effet de discrimination pour ce groupe-là. Donc, c'est cette logique-là là, dont je parlais qui était plus additive. C'est souvent ce qu'on va faire qu'on n'a pas dans la possibilité dans la loi en soi de croiser les motifs ou qu'on a moins de souplesse dans la charte, c'est un exemple où on a des motifs qui sont énumérés de façon exhaustive, donc on doit se rattacher à l'un des motifs. Stratégiquement, il faut fonder la discrimination, il faut que la discrimination soit fondée sur l'un des motifs, donc on ne permet pas expressément le croisement des motifs. Là, j'ai mis des exemples de lois, il y a certaines lois où on va le permettre, notamment la loi canadienne, ce qui permet peut-être plus de l'invoquer directement. Mais dans les cas comme dans le cas de la charte, on va plutôt invoquer un motif et aller voir dans un sous-groupe un nouveau. S'il n'y a pas un motif de discrimination qui se trouve à l'intérieur de ce groupe-là. Le risque est toujours que si on n'arrive pas à démontrer ou qu'on n'a pas la preuve suffisante pour démontrer la discrimination sur ce motif-là, et que c'est plutôt vraiment le croisement des motifs qui nous permet d'avoir cette preuve-là, mais on pourrait encore là tomber dans les failles et ne pas avoir la protection. Donc, il faut prioriser un motif, hiérarchiser les deux motifs. Donc, on va avoir à choisir le motif plus large au sein duquel se trouve le sous-groupe. On ne va pas voir nécessairement tous les effets de la combinaison de ces motifs-là. Et on va, dans certains cas, risquer d'essentialiser l'expérience vécue de discrimination.
Dans l'arrêt Fraser, il y avait la dissidence de la juge Côté qui reprochait à la majorité de ne pas avoir fait soit la reconnaissance exacte d'un motif intersectionnel, soit d'aller chercher un motif qui était analogue, donc ce qui est permis dans la Charte canadienne, qui n'est pas permis dans la Charte québécoise. Mais si on avait voulu invoquer un motif intersectionnel, on n'aurait pas eu gain de cause non plus dans cet élément-là pour démontrer un réel motif intersectionnel probablement. Donc le désaccord de la juge Côté, ça démontre quand même là, les limites lorsqu'on cherche à adopter une approche qui est un peu intersectionnelle, qui croise des motifs, mais qui ne démontre pas nécessairement dans quelle mesure ces motifs se croisent exactement. Je pense à l'affaire Kanien'da, qu'on a un peu parlé tantôt, qui est la décision récente là, de 2026, où là, on l'a vraiment abordé, l'intersectionnalité. Ça apparaît dans le texte, c'est directement évoqué. On en parle notamment aux 2 étapes de l'analyse qui est fondée sur l'article 15. Je l'ai mis, celui-là. On a une belle formulation là, au paragraphe 39, où on dit, en fait, que une approche fondée sur l'égalité réelle doit reconnaître que la discrimination n'est pas ressentie de la même manière par tous les membres d'un groupe, donc qui s'associerait à un motif de discrimination, et qu'au sein du même groupe, on peut avoir des expériences très différentes et être confronté à des défis uniques en raison de l'identité et des réalités intersectées. Donc, on a le terme intersecté qui réfère à l'intersectionnalité et à la logique intersectionnelle dès ce paragraphe-là. Dans le raisonnement, je vous dirais que ça apparaît pas vraiment. Là, une fois qu'on l'a nommé, bien, on dit, bien, vu qu'il y a des femmes qui subissent la discrimination dans ce contexte-là, le fait qu'elles soient demanderesses d'asile ou on va les associer nécessairement au motif de sexe. Donc, on fait on ne fait pas nécessairement la démonstration de l'intersectionnalité pour déterminer qu'il y a discrimination fondée sur le sexe, ce qui a peut-être mené à certains débats ensuite là, sur la scène publique là, dans la société sur la véritable reconnaissance d'une discrimination fondée sur le sexe pour ces groupes-là, puisque ça ne visait pas toutes les femmes. Il y avait aussi une tension là, dans la distance avec le juge Rowe qui disait, bon, en fait, oui, on peut utiliser l'intersectionnalité soit à la 2e étape de l'article 15 ou pour la justification en vertu de l'article 1er, mais il ne faut pas s'en servir pour reconnaître des motifs qui autrement ne seraient pas protégés. Donc, c'est toujours cette crainte qu'on pourrait sortir des motifs hybridés, donc en analyse englobant des motifs hybridés qui ne seraient pas autrement reconnus. Mais on dit qu'il peut être utile pour les tribunaux de considérer les identités et réalités intersectées d'un groupe de demandeurs après avoir, pour en fait utiliser une analyse qui se veut contextuelle. Là, par le législateur, l'effacement, il est là. On le dit à plusieurs reprises, toutes les lois portant sur la laïcité, notamment, là, ce sont des lois qui portent directement atteinte aux réalités intersectionnelles des femmes les femmes musulmanes portant le voile. Ce n'est pas une limite de l'article 10, mais c'est le fait qu'on puisse y déroger. On a aussi vu que la dérogation, elle couvrait, la justification de l'article 9.1 couvrait l'article 10. Donc, évidemment, les enjeux qui touchent particulièrement les femmes et la religion, bien, elles sont effritées, là, effacées, en fait, par le législateur avec ces modifications-là. Et je ne pense pas qu'on pourrait avoir une modification de la Charte qui permettrait une plus grande compréhension là, de ces réalités intersectionnelles-là de façon plus explicite. On a un peu parlé du droit international. Bien, juste vous mentionnez que certains comités, donc on en parle, le comité pour la Convention relative à l'égard de la discrimination envers les femmes, qui a dit à plusieurs reprises et depuis longtemps là, que le phénomène de discrimination, le fait qu'il y ait des phénomènes de discrimination qui se croisent, qui se recoupent avec les formes superposées de discrimination, il faut les reconnaître. Et notamment, on avait l'affaire Kell contre Canada en 2008 qui avait mentionné que les États parties devaient prévoir légalement ces formes de discrimination superposées et l'effet cumulé de leurs conséquences négatives. Donc, c'est déjà prévu. On s'est déjà fait taper sur les doigts. Là, il faudrait le reconnaître de plus en plus.
comment on pourrait faire ça? Et là, c'est la fin. Donc, vers cette reconnaissance un peu plus effective. Je vois certaines voix qui ne sont pas justement celles de la voie législative. Là, quand j'avais commencé mes travaux sur l'intersectionnalité, moi, j'étais jeune, je me disais, ben, le législateur va voir qu'il manque des choses, on va ajouter une possibilité, on va élargir la charte. Évidemment, ça ne se produira pas nécessairement dans le contexte actuel, mais il y a certaines voies par rapport à une meilleure appréhension du contexte social en tenant compte de ces réalités intersectées. Je pense que le motif de condition sociale, on en a parlé un petit peu, pourrait ajouter aussi ou permettre de faire entrer certains éléments par rapport à la position des personnes dans la société et de l'effet de certaines dynamiques sociales. Et je finirais sur, en fait, l'appréhension de l'expérience vécue. Lorsqu'on a une demande devant un tribunal, il y a, oui, la possibilité de réparation, mais une réparation utile et une réparation qui satisfait le sentiment de justice des personnes, souvent vient avec le fait de reconnaître leur expérience et de le nommer. Donc, d'être capable de dire, oui, la discrimination qui a été vécue à ce moment-ci, elle est fondée sur le croisement du sexe et de la race ou de deux autres motifs. Donc, le simple fait parfois de l'énoncer, de le nommer, participe aussi au sentiment de justice des victimes de discrimination. Donc, ça peut être un des éléments très utiles pour transformer un peu et résister à l'effacement. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette très belle analyse de la discrimination intersectionnelle et son application actuelle, historique et actuelle. Donc, je me demandais s'il y avait peut-être des interventions ou des questions. Je sens que oui. Au micro, ensuite à la justice. En fait, ça suscite mon intérêt, cette idée de le deuxième picot, la mobilisation du motif de conditions sociales pour dévoiler les positionnements intersectionnels dans la société. Je me demande, est-ce que vous pourriez développer davantage cet aspect-là? Oui. Bien, en fait, c'est vraiment une piste de réflexion, parce que le motif de condition sociale, il existe dans la charte. Il est sous-mobilisé, je dirais, parce qu'on l'utilise souvent là, dans des questions de logement, par exemple, ou on l'utilise dans de petits liens, par exemple, au statut d'étudiant. Bon, c'est un statut personne qui bénéficie d'un soutien social et tout ça. Mais... et je pense que c'est les professeurs Coutu et Bossé qui avaient fait un élément sur la condition sociale aussi, un article, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Non, il me semble que oui. J'ai vu dans quelque chose, par rapport à la Commission de la personne à la jeunesse, un document qui avait été préparé, où on disait, où on rappelait en fait que la condition sociale, ça avait vocation à être plus large que cette simple considération de certains statuts socio-économiques, et qu'on faisait référence vraiment à l'ensemble des circonstances qui fait qu'une personne occupe une certaine situation, position dans la société. Et je pense que de croiser et de voir plus largement et de façon plus multidimensionnelle le motif de condition sociale, en le croisant à d'autres motifs de discrimination, pourrait nous permettre de justement avoir cet effet de voir comment certains axes peuvent aussi positionner la personne dans la société au sein de d'autres dynamiques sociales de hiérarchisation. Donc, je pense que ça pourrait peut-être être un élément qui pourrait encore plus élargir l'espèce d'appréhension du contexte social lorsqu'on interprète une discrimination. Mais tu sais, ça reste une piste de réflexion, une ouverture possible. C'est pas quelque chose qui est reconnu dans la jurisprudence parce que là, on est toujours dans le même genre de situation là, qu'on reconnaît sur la base du motif de condition sociale. Merci. Bonjour. Peut-être que votre réponse est simplement non, parce que je me suis dit, s'il n'y a pas d'autres bonnes questions, je vais en demander une mauvaise. Ce qui depuis le début de votre présentation, il y a quelque chose qui me reste dans la tête. Ça va peut-être vous surprendre. Moi, j'ai pensé à Guy Turcotte, qui a eu son deuxième procès sur la base de vous ne pouvez pas cumuler
les motifs pour dire je n'étais plus en état de déterminer ce que je faisais, vous devez m'en donner un. C'est pour ça qu'ultimement, on a renvoyé à un deuxième procès. Je me demande si ce n'est pas le genre de pensée qui guide un peu foncièrement les tribunaux et qui cause une certaine résistance justement à l'idée d'établir l'intersectionnalité comme étant un outil d'analyse. Donc, je me demandais si, à travers d'autres jugements, il y avait une résistance à faire justement ces cumuls de motifs-là pour arriver à une réalité qui est en fait pas simplement la somme de ses composantes. Est-ce que c'est quelque chose qui s'observe quand on fait une analyse de la jurisprudence et des décisions? C'est-à-dire, où il y a une certaine résistance à dire je prends deux motifs techniquement acceptables pour en faire un pas vraiment nouveau, mais un qui s'analyse d'une manière distincte. Donc, c'est ma question. Non. Je ne dirais pas que je vois de résistance nécessairement qui apparaît ou qui transparaît des jugements. C'est pas nécessairement dit comme ça. C'est peut-être qu'on va passer plus à côté ou qu'on va le traiter d'une façon à toujours le rattacher à la logique habituelle là, de s'attacher à un motif, justement pour pas... Tu sais, l'effet dans l'affaire Keninda, justement, c'était un peu ça. C'est comme, oui, on veut reconnaître qu'il y a un problème d'inégalité, mais on veut pas non plus ouvrir la boîte de Pandore en disant que, voici, les demandeurs d'asile ont tous ces droits. Donc là, on était prudent. Donc, je dirais peut-être prudence, timidité, pas nécessairement résistance, mais une certaine forme de protection. J'ai peut-être mal choisi mon mot. C'est appréhension, ouais. Timidité était... Okay. Peut-être qu'on va plus se rallier à la façon habituelle ou à la logique habituelle là, parce que aussi c'est la façon peut-être plus convaincante ou de le faire, puis c'est aussi la façon classique de le faire. Donc, on ne veut pas ouvrir des portes auxquelles on n'avait pas réfléchi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui. J'arrive. Merci beaucoup de votre présentation. Je trouvais que ça veut dire sortir un paradoxe en fait, que la professeure Lamarche avait mentionné dans un texte il y a quelques années, c'est-à-dire l'idée que l'interdiction de discrimination, c'est une volonté de soumettre tout le monde à un traitement équivalent, en fait, mais pour pouvoir bénéficier du droit à l'égalité, il faut qu'on s'identifie à une catégorie. Donc, il faut qu'on revendique une catégorie qui recourt au motif de discrimination prohibée. C'est quand même paradoxal, puis ça peut aussi être, je dirais, dirimant. Ça peut être décourageant pour la personne qui veut revendiquer une injustice de s'identifier à une catégorie spécifique qui relève des droits fondamentaux. Je trouve que votre présentation fait bien ressortir aussi ce paradoxe-là. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Merci. Puis c'est vrai aussi que même pour les personnes victimes de discrimination, moi j'ai fait certaines rencontres avec des personnes victimes de discrimination qui s'identifiaient à certains motifs et qui, le but était de voir quels sont les actes qu'ils considèrent comme étant des discriminations, comment ils sont dans le processus de catégorisation. Et souvent, même les personnes qui vivent des discriminations ne le réalisent pas parce qu'ils ne sont pas capables de s'associer nécessairement à l'un des motifs qui est très objectif, qui est prétendument neutre. Mais dans leur réalité, ça ne leur semble pas se qualifier de discrimination. Donc, peut-être aussi qu'il y a à ce moment-là cette idée-là de catégorisation, de devoir absolument faire correspondre notre réalité ou l'événement vécu à quelque chose de très, très objectif et peut-être très large. Ça peut rendre les choses plus difficiles là, pour une réelle égalité, effectivement. Je vous remercie beaucoup.